Après, vous avez ce qu'on appelle l'ischémie-lésion sous-endocardique. Je vous ai dit, la lésion, ça se juge sur le sus ou sous-décalage du segment ST. Vous voyez, ce qui est mis en pointillé, c'est la prolongation de la ligne de base. Normalement, le ST, il doit se situer là. Et puis, de temps en temps, boum, il descend. C'est sous-décalage. Et ça, c'est un courant de lésion. Ça a de l'importance parce qu'on peut évoquer un diagnostic d'insuffisance coronaire sur une épreuve d'effort, par exemple, un électrocardiogramme d'effort, où on voit un sous-décalage de ST et on le considère comme significatif à partir d'1 millimètre. Donc c'est bien précis. Alors si vous aviez un courant de lésion sous-épicardique, ça serait cette fois-ci un sus-décalage. Je ne sais pas si je l'ai mis. Si, voilà. Vous voyez, à gauche, vous avez lésion sous-épicardique. Donc vous voyez, l'aspect est très particulier. Vous avez l'onde P, vous avez une petite onde Q, l'onde R, et bouf, là, un énorme plateau. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'onde de Pardy. C'est le tout début d'un infarctus du myocarde. Et là, vous voyez, sur ces trois complexes, c'est l'évolution dans le temps, avec à gauche le début, courant de lésion, le grand onde de Pardy. Au milieu, vous voyez, apparaît une onde Q, qui n'existait pas, où elle était toute petite, toute fine. Donc là, elle apparaît. Et l'onde T après est négative, ce qu'on appelle l'ischémie sous-épicardique. Et puis après, vous avez l'onde Q qui se confirme. Ça, c'est l'évolution électrocardiographique d'un infarctus du 1er au 8e jour. Encore une fois, retenez pas tout ça, parce que vous allez en reparler dans les différentes pathologies, où c'est sans doute déjà fait, puisque mon cours est décalé. Après ça, vous avez les péricardites. Vous voyez, péricardite 1, 2, 3, c'est les différents stades dans le temps. Ça commence aussi par un courant de lésion avec un ST sus-décalé. Et puis ensuite, on raplatit ça et on finit avec une onde T négative. Donc ça, c'est l'évolution normale dans les 8 jours d'une péricardite, en sachant que vous allez trouver ça sur tout le précordium, ce qui va vous faire penser à la péricardite. Après, on a ce qu'on appelle les blocs de branche. Alors, là, on arrive aux troubles de conduction. C'est des troubles, je vous ai montré les différents potentiels d'action du début, de la conduction de l'influx d'une structure à l'autre, du haut en bas. Et de temps en temps, quand les branches sont malades, les branches, donc, c'est tronc du faisceau de His, les branche droite, 2 hémibranches antérieures. Et quand les branches sont malades, on voit des anomalies. Donc là, en D1, VL, V6, il y a un aspect typique qui est ce qu'on appelle l'ondaire exclusive crochetée. Vous voyez, il n'y a qu'une ondaire, il n'y a rien de négatif, mais elle est large et crochetée. Et quand le bloc de branche est complet, ça fait des QRS qui font plus de 12 centièmes de large. Je vous dis que la normale, c'était 8, on peut accepter 10, mais 12, c'est pas normal. Donc ça, c'est un bloc de branche gauche. Ici, voilà. Alors après, je vous ai mis non seulement le schéma, mais des vrais enregistrements. Donc vous voyez, ça c'est un enregistrement, un électrocardiogramme avec un bloc gauche. Si vous regardez le D1, vous avez la petite onde P. Après, vous avez une énorme onde R exclusive, une onde T négative. Et vous retrouvez la même chose en V5, V6 avec même un crochetage. Donc ça, c'est diagnostic bloc de branche gauche. Et si vous regardez V1, V2, par exemple, vous allez voir, en V2, il y a une micro-onde R. Mais en V1, il n'y en a pas, donc il y a un aspect QS. Donc on pourrait prendre ça pour un infarctus, mais ce n'est pas un infarctus. Cet aspect QS, c'est uniquement dû au bloc de branche. Ça commence à rentrer dans les petites subtilités, les pièges, etc., qu'un cardiologue connaît bien quand il connaît l'électrocardiographie, ce qui est quand même la majorité, heureusement. Après ça, vous avez le bloc de branche droit. À droite, vous avez l'aspect typique en V1, qui est l'électrode, la précordiale devant le ventricule droit, avec RSR', petite onde R, grande onde S, et encore une onde R qu'on appelle R', et une onde T négative derrière. Aspect de bloc de branche droit. Ici, je vous ai mis là aussi un vrai électrocardiogramme, D1, D2, D3, VR, VL, VF, et vous voyez, V1, il y a un aspect, si vous regardez bien, vous avez une petite onde positive, c'est R, après vous avez une petite onde négative, c'est R, puis une grande onde R qu'on appelle R'. Donc RSR', c'est un aspect, un patient qui avait un bloc de branche droit. Alors ensuite, je continue avec une curiosité qui n'est pas une maladie très fréquente, mais qu'on rencontre, qui s'appelle le syndrome de Wolff-Parkinson-White.
qui est la présence d'un faisceau accessoire. Vous voyez, complètement à gauche, il y a un K. K, ça veut dire Kent, c'est le faisceau de Kent. C'est un faisceau accessoire qui va court-circuiter la conduction entre l'oreillette et le ventricule. Alors que normalement, elle passe par nœud sinusal, nœud auriculo-ventriculaire, tronc du faisceau de His, les branches, etc. Donc cet aspect peut donner des tachycardies embêtantes, certaines très dangereuses. C'est rare, par exemple, mais ça existe. Et quand les gens ne sont pas en tachycardie, ils ont un aspect de l'électrocardiogramme que vous voyez là, avec l'onde P. Et avant le QRS, vous voyez, il y a une espèce d'épaulement qui fait monter plus rapidement, qui est ce qu'on appelle l'onde delta, qui est due au fait que l'activation va passer plus vite dans cette voie accessoire, dans le faisceau de Kent, K, et va donc entraîner rapidement la dépolarisation du ventricule. Ensuite, voilà, ça c'est un électrocardiogramme, un vrai, avec un patient qui a un syndrome de Wolff-Parkinson-White, donc c'est moins caricatural que sur le schéma précédent, mais si vous regardez bien en D1, en D2, on voit que l'onde R ne monte pas rapidement, elle monte tout lentement, et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. On le voit bien aussi en V5, V6. Ici, vous avez quelque chose de simple, qui est que l'espace PR, donc vous le voyez sur D1, sur D2, sur D3, l'espace PR est plus long que la normale. Je vous ai dit, un petit carreau, là, c'est des points. Hein. Donc, entre deux points, ça fait 4 centièmes. Donc, un PR normal, il fait 3 carreaux. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fait 24 centièmes. Il n'est pas normal. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Plus compliqué, il y a les blocs auriculo-ventriculaires du deuxième degré. Si vous regardez, là, on le voit bien, par exemple, en D2, vous voyez D2 PQRST, PQRST, et puis si vous regardez bien, vous apercevez que le PR, le deuxième PR, est plus long que le premier. Et après, vous avez une onde P, rien derrière. Ça, c'est un bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré. C'est-à-dire, l'influx passe, puis il a de plus en plus de mal, et il bloque. Et c'est un bloc qui se passe dans le nœud auriculo-ventriculaire. On a aussi des blocs qui se passent plus bas, dans les branches, par exemple. C'est une autre forme de bloc du deuxième degré, c'est celui-là. Vous voyez sur les 3 dérivations, mais mettons, on prend D1, P petit r S R', P petit r S R', P petit r S S'. Et là, le PR est normal, et après, boum, une onde P qui bloque. Ça aussi, c'est un bloc auriculo-ventriculaire, mais plus bas situé. Et plus ils sont bas situés, plus c'est nécessaire de mettre un pacemaker, parce que si ça bloque complètement, ben, il n'y a pas vraiment de rythme d'échappement, plus on est bas. Voilà un exemple. Là, vous voyez très bien. Alors en D1, on ne voit pas bien les ondes P, donc on oublie le D1. Mais vous regardez le D2 ou le D3, vous voyez P, rien derrière, P, une onde R, l'onde T, et puis P, 4P avant d'arriver à avoir un R. Et puis en bas, le D1 de la deuxième partie, vous voyez, il n'y a rien. Ou le D2, on voit très bien que des ondes P et pas de QRS. Vous imaginez ça fait syncoper, et qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut mettre un pacemaker. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les extrasystoles. Hein, tout le monde fait des extrasystoles. C'est important que vous ayez une idée de savoir ce que c'est. Si vous regardez le D1, par exemple, vous allez voir PQRST, 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 et boum, en avance, il y a une onde P, suivie d'un QRS, une onde T. Hein. Le 1, 2, 3, 4e complexe, il est prématuré, c'est une extrasystole. Donc l'extrasystole, c'est un complexe prématuré qui est en général suivi d'une petite pause qu'on appelle repos compensateur. Et souvent, c'est ça que les gens ressentent et pas bien, parce que ça fait une espèce de sensation de manque, de trou, qui de temps en temps leur fait peur. Donc ça, c'est une extrasystole auriculaire, parce que vous avez une onde P prématurée par rapport à l'onde P sinusale qui aurait dû arriver plus tard. Ici, c'est des formes répétitives, c'est-à-dire vous avez 3 extrasystoles de suite, auriculaires aussi, et on les diagnostique parce qu'on voit bien que la durée du QRS est la même que le QRS normal. Ici, c'est complètement irrégulier, c'est une fibrillation auriculaire ou fibrillation atriale, plus fréquent des troubles du rythme, hein, qui touche pas loin d'1 million de personnes en France. Ici, vous avez une forme particulière d'un trouble du rythme auriculaire qui s'appelle le flutter. Si vous regardez le D3, là on le voit bien, dans le D3, il y a une espèce de
d'ondes répétitives, hein, qu'on a appelées ondes en toit d'usine. C'est ça le flotteur. C'est un trouble du rythme auriculaire moins sévère que la fibrillation, si vous voulez. C'est encore un peu organisé, alors qu'en fibrillation, l'oreillette, elle ne se contracte plus du tout, hein, elle tremblouille comme un chat qui ronronne. Ici, c'est une extrasystole ventriculaire. Premier complexe QRSP, QRST, PQRST, puis boum, vous voyez là, il y a un complexe qui est plus large. S'il est plus large, c'est parce qu'il naît du ventricule et qui est prématuré avec un repos compensateur derrière. Diapo suivante, c'est sur la troisième bande, des extrasystoles ventriculaires répétitives. Il y en a 3 de suite. Quand vous en avez trop comme ça devient un peu dangereux. Ici, c'est ce qu'on appelle des extrasystoles ventriculaires bigéminées. Vous avez un complexe normal, un complexe anormal, un complexe normal, un complexe anormal. Et puis ça, c'est que des complexes ventriculaires, c'est ce qu'on appelle une tachycardie ventriculaire. Plein d'extrasystoles ventriculaires, puis finalement, ils font démarrer ça. Vous voyez, ça va très vite, c'est pas toujours bien toléré, ça peut faire syncoper, puis vous pouvez pas laisser ça comme ça, parce que ça va tourner mal assez rapidement. Une autre forme de tachycardie ventriculaire, juste pour que vous ayez entendu le mot, ce qu'on appelle la torsade de pointe. C'est pas la pointe du cœur qui se tord, c'est la pointe des QRS qui va devenir de positive en négative. Vous voyez, ça fait des espèces de fuseaux. C'est une forme particulière de tachycardie ventriculaire. Et puis la dernière, c'est ma dernière diapositive, c'est l'horreur finale. C'est quoi ça? Voilà, c'est une fibrillation ventriculaire. Donc vous voyez, ça commence avec une extrasystole ventriculaire. Là, le troisième complexe, entre 2 QRS normaux. Et puis, la fois d'après, à 6h41, c'est un Holter. Donc, ça, boum, ça déclenche une horreur qui est une fibrillation ventriculaire. Et ça, le ventricule, lui aussi, il fait comme ça. Et donc, il n'y a plus de contraction. Donc ça veut dire que si vous ne faites pas un choc électrique dans les 3 minutes, vous allez vous retrouver avec des lésions cérébrales irréversibles. Voilà, c'est fini. Je vous ai juste mis ça pour vous donner de l'appétit. C'est une diapo très marrante qui correspond à une réalité, hein, qui est les différences de fréquence cardiaque suivant les espèces. Alors vous voyez en haut, ce qui va le plus vite, c'est une souris, ça bat à 600. En bas, vous avez la baleine, elle bat à 40. Et puis, vous avez l'espérance de vie. 20 même, la baleine. L'espérance de vie en abscisse, et vous voyez que c'est directement proportionnel. C'est-à-dire qu'une souris, ça bat à 600, mais ça vit de 3 ans. Une girafe, ça bat à 40, non, ça bat à 60, mais ça vit 40 ans, etc. Donc à droite, vous avez l'homme qui bat à 60, 70, mais qui vit 80 ans. Alors pourquoi, à votre avis? Non, vous ne savez pas? Pourquoi il n'est pas sur la ligne? Parce qu'il est un peu plus intelligent que les autres, j'espère, hein. Et qu'il a été capable de se parer, si j'ose dire, de tous les éléments hostiles, que ce soit les tout petits, les virus, pas tous, mais certains, les bactéries, et puis les gros éléphants, etc. Voilà. Mais ce n'est pas son cœur. Et c'est pour ça que Woody Allen disait « Le cerveau est mon second organe favori ». Mais je ne pensais pas qu'il pensait au cœur qu'en premier. Enfin, c'est à vous de juger. Voilà.